Bonjour à tous. Merci d'être venus si matinalement à Fontainebleau et d'avoir choisi cette conférence pour ouvrir la journée. Donc, je vais vous parler pendant à peu près trois quarts d'heure des circuits commerciaux pour tout ce qui est objet japonais arrivé en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec plus particulièrement les laques et les porcelaines, puisque c'était les pièces les plus appréciées par les amateurs européens et particulièrement français au XVIIe et au XVIIIe siècle. Excusez-moi. Voilà. Donc, les premiers contacts avec le Japon ont été établis par les Portugais au XVIe siècle, mais le commerce de grande ampleur n'a vraiment commencé à se développer qu'à partir du début du siècle suivant, au XVIIe siècle, avec les deux principaux acteurs, tout d'abord les Portugais, puis les Hollandais. Alors la voie portugaise a été inaugurée dès donc le XVIe siècle, et le zèle des Portugais à convertir les Japonais a indisposé assez rapidement le shogun, qui a voulu limiter leur influence, poussé par les Hollandais qui voulaient prendre la place des Portugais et ravir tout le marché japonais. Alors, les premières mesures répressives contre les chrétiens ont commencé en 1587, et puis les persécutions ont augmenté en intensité à partir de 1614. En 1616, le shogun a limité le commerce international au seul port de Hirado, c'est la flèche bleue, et de Nagasaki, la flèche rouge, que vous voyez sur ce plan. Finalement, en 1640, bien poussé par les Hollandais, le gouvernement japonais a expulsé les Portugais, a fermé le pays aux étrangers, à l'exception des seuls Hollandais. Et de fait, à partir de 1640, les Hollandais avaient le monopole du commerce, au moins de l'accès direct au Japon, et cela pendant plus de 2 siècles. Alors les Hollandais, c'était surtout bien sûr la Compagnie hollandaise des Indes orientales, ou la VOC, qui a été créée en 1602 et qui avait envoyé dès 1609 ses premiers navires vers le Japon, et donc plus particulièrement à Hirado. Après le départ volontaire des Anglais en 1623, qui eux ont abandonné tout commerce avec le Japon, estimant que ce ne serait pas très rentable, erreur commerciale, on le verra avec les Hollandais qui ont fait énormément de bénéfices sur ce commerce. L'expulsion des Portugais en 1640, les Hollandais ont été tolérés car eux ne faisaient aucun prosélytisme religieux. Ils venaient ici au Japon uniquement pour faire du commerce et c'est tout. Donc par précaution, malgré tout, le gouvernement des shoguns ou bakufu les cantonnèrent dans l'îlot artificiel de Dejima, que vous avez ici une gravure de 1725, îlot qui a été construit dans la baie de Nagasaki, que vous voyez par derrière. Alors les Hollandais qui restaient toute l'année ici, enfin les représentants en tout cas de la VOC restaient toute l'année sur cet îlot, et ils étaient enfermés dans cet îlot. Ils n'avaient pas le droit de sortir, sauf une fois par an, pour aller faire une visite diplomatique au shogun. Vous avez ici une vue de la reconstitution. Les Japonais ont reconstitué, d'après les plans d'origine, la rue principale, vous voyez, qui se trouve ici. Nous sommes dans l'axe de cette rue. L'îlot de Dejima est maintenant en plein milieu de la ville de Nagasaki, puisque petit à petit, au cours du 19e et surtout du 20e siècle, la ville a gagné sur la mer dans la baie. Alors, en dépit du monopole de fait du commerce direct avec le Japon gagné par les Hollandais, il y avait d'autres moyens de se procurer des productions japonaises, car les Chinois étaient également autorisés à commercer directement avec le Japon. Ces échanges étaient tout aussi encadrés qu'avec les Hollandais. Les Chinois étaient autorisés à acheter un volume de marchandises double de celui octroyé aux Hollandais. Ainsi, en 1683 et 1684, 200 jonques ont abordé à Nagasaki chaque année, contre seulement 4 vaisseaux hollandais, ce qui vous donne la différence de volume de marchandises. Finalement, en 1685, le Bakufu a divisé par 2 les volumes de tous les échanges commerciaux, aussi bien pour les Chinois que pour les Hollandais.
et même par plus de 2 ensuite. Et finalement, les Chinois n'ont pu envoyer que 70 jonques et la valeur des échanges ont été réduits à l'équivalent de 21 tonnes d'or contre 10 tonnes et demie pour les Hollandais. Donc on réduit à fur et à mesure, ce qui explique une rareté croissante de ces produits japonais dans le commerce et donc après à leur arrivée en Europe et leur prix et leur valeur, ce qui est rare et précieux. Ça a toujours été une règle depuis toujours. Enfin, en 1688, tous les Chinois ont été assignés à résidence dans la maison du dernier intendant des domaines impériaux, situé près de Nagasaki. Seulement, contrairement aux Hollandais, ils ne séjournaient pas toute l'année. Ils venaient uniquement au moment des transactions et ensuite ils repartaient, alors que les Hollandais avaient des personnes à demeure toute l'année. Alors, ces marchands chinois redistribuaient les produits japonais dans différentes régions d'Asie, en Chine même, évidemment, ce qui était théoriquement impossible, car l'empereur avait interdit l'accès direct à la Chine aux commerçants européens au milieu du XVIIe siècle. Mais les Portugais ont contourné cette interdiction grâce à leur implantation à Macao. Vous avez là une représentation de 1665. Et ils ont obtenu l'autorisation de l'empereur de Chine d'envoyer 3 vaisseaux pour porter les ordres du roi du Portugal à leur sujet. C'était juste un prétexte, en fait, les ordres n'avaient rien à voir, c'était uniquement pour les charger au maximum de marchandises. Et ils en profitèrent donc pour commercer avec les marchands chinois, après avoir soudoyé le vice-roi de Canton et les mandarins. Donc on a derrière tout ça toute une organisation, une logistique plus ou moins avouable. Les Hollandais ayant eu vent de ce trafic, ils s'installèrent dans une île voisine et ils ont agi de même avec le vice-roi et les mandarins, ce qui fait que dans les années 1670, ils envoyaient de 9 à 11 navires sous le nom de particuliers et non de la VOC, puisque la VOC essayait toujours d'avoir des contacts directs avec le gouvernement chinois. Donc ils préféraient envoyer sous de noms de particuliers et voire même envoyer des jonques chinoises qui en fait étaient affrétées par eux-mêmes pour faire le commerce. Ils trafiquaient ainsi avec les marchands chinois directement qui eux-mêmes provenaient du Japon et repartaient ensuite à Batavia, dont vous avez là un plan et une vue. Batavia, qui est le grand port hollandais en Indonésie, c'est l'actuel Jakarta, et qui centralisait tout le commerce hollandais dans les Indes. Alors, voilà une carte des Indes avec les Chinois et les Hollandais commerçaient, donc, je vous ai dit, en Indonésie. Ici, vous avez Surat. En Indonésie, en Asie du Sud-Est, au Tonkin, donc l'Indonésie que vous avez ici, l'Asie du Sud-Est que vous avez là, avec le Tonkin, le Siam, l'actuelle Thaïlande, le Cambodge, le Pegu qui est l'actuel Myanmar ou la Birmanie, et les marchands hollandais étaient installés au Siam et écrivaient en 1658 puis en 1661 que les Chinois avaient rapporté tellement de lacs du Japon qu'ils devenaient invendables. Donc vous avez vraiment toute une diffusion de ces produits japonais grâce en partie aux Hollandais, mais surtout grâce aux Chinois qui ensuite les diffusaient dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc il était possible d'en acheter même si on n'avait pas un contact direct avec le Japon. Et les présents du roi de Siam à Louis XIV et aux membres de la famille royale en 1688 comportaient d'ailleurs de nombreux lacs du Japon, ce qui prouvait l'importance de la présence de ces lacs en Asie du Sud-Est. Au milieu du XVIIe siècle, il y a une autre source d'approvisionnement qui se trouvait dans l'île de Formose, donc l'actuelle Taïwan, où le pirate chinois Icam avait pris la forteresse aux Hollandais et il faisait un grand négoce avec le Japon, lui, directement. Donc voilà une autre voie, outre le chinois, et on pouvait aller directement à Formose ou à Taïwan et commercer avec ce pirate qui n'était pas seulement pirate, mais également commerçant. Et enfin, pour les compagnies françaises et anglaises des Indes, la principale source d'approvisionnement au XVIIe siècle était en fait l'Inde. Tout simplement parce que, comme le Japon, la Chine avait interdit l'accès direct à son pays, et donc aucun commerçant européen ne pouvait aborder directement en Chine.
Donc, on ne pouvait acheter d'objets chinois et japonais que de seconde main, en tout cas en Inde. Vous avez ici sur cette carte là les deux, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en rouge, ici, ah, vous n'avez pas la flèche en fait. D'accord. En rouge ici, le trajet aller des bateaux, et en jaune, le trajet retour. Il faut compter à peu près 8 à 9 mois de navigation. Alors, les principaux ports pour commercer et trouver des marchandises aussi bien chinoises, mais surtout japonaises, étaient Surat, au nord-ouest de l'Inde. Vous avez également Pondichéry, ici, sur la côte est, Masulipatam, que vous avez un peu plus au nord, et enfin Hooghly, que la flèche verte que vous avez ici, encore plus au nord, dans l'estuaire de cette rivière. Au XVIIIe siècle, la Compagnie française des Indes a abandonné Masulipatam, Hooghly et a un peu délaissé Surat pour se concentrer à Pondichéry. Alors, on trouvait dans ces différents ports, donc les Chinois avaient implanté des boutiques, et voilà ici une gouache qui représente une boutique avec énormément d'objets asiatiques. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça représente. On peut supposer que c'est une boutique en Inde, puisque les personnages ont quand même un aspect indien, mais on peut, vous voyez, toutes les porcelaines ici sont plutôt chinoises. En revanche, les cabinets en lac noir apparaissent plutôt comme des produits du Japon. Alors, au XVIIIe siècle, la VOC donc, a conservé son monopole de fait avec le commerce avec le Japon, mais les Chinois continuent à commercer avec le Japon, et au début de ce XVIIIe siècle, l'empereur Kangxi a enfin ouvert aux Européens le commerce direct avec la Chine, avec le port de Canton. Donc désormais, les Chinois pouvaient revendre directement des produits japonais aux différentes productions, aux différentes compagnies des Indes, anglaises, hollandaises, danoises, etc. Alors les porcelaines, pour commencer, pour compenser l'arrêt de la production des fours de Jinganzen, des fours chinois de Jinganzen en 1644 à cause de la guerre civile, les Hollandais se sont tournés vers le Japon. Et en 1650, jusqu'au début des années 1680, les Japonais sont devenus le premier fournisseur exclusif de porcelaine de la VOC, principalement fabriquée à Harita, dans l'île de Kyushu, donc la grande île que vous avez en bas, et la flèche rouge vous indique la ville d'Harita, où se concentrent les principaux ateliers. Les Hollandais ont commencé à commander des pièces de porcelaine avec des formes occidentales en 1653, et la première grande commande a été de 1659, importée cette fois-ci directement en Europe. Et les exportations ont été très importantes jusque dans les années 1683, et c'est ainsi que sont parvenus sur le marché occidental les premières porcelaines ornées d'émaux polychromes posés sur la couverte. Vous avez là des productions de Kakemon, et puis qui se remarque par un décor assez dégagé, et on voit très bien la porcelaine et la matière porcelaine. Ainsi que Imari, où là vous avez au contraire un décor beaucoup plus riche, beaucoup plus chargé, de l'or, du vert, du orange. On n'est pas du tout dans le même style. Alors ces porcelaines ont fait une grande sensation en Europe, car depuis le XVIe siècle, les Européens avaient été habitués à voir soit de la porcelaine bleue et blanche, quelques céladons, ou bien ils étaient habitués aux couleurs éteintes de la faïence. Et de voir ces porcelaines avec ces couleurs aussi éclatantes, ça a vraiment été un choc, et les contemporains le notent très nettement dans les différentes, soit les journaux, soit les mémoires ou les correspondances. Alors, les lacs étaient les autres produits importés avec grande ferveur, et dès 1607, les directeurs de la VOC avaient donné l'ordre d'acquérir des lacs, dont les premiers sont arrivés en Hollande en 1610.
Alors, compte tenu du temps nécessaire pour leur réalisation, il fallait plusieurs mois pour réaliser un lac de belle qualité. Les lacs étaient commandés par le directeur resté sur place, parfois jusqu'à 1 an à l'avance. Ainsi, lorsque les Hollandais allaient à Kyoto, Meako, voilà ici une gravure hollandaise qui vous montre une vue de Kyoto, ils commandaient directement aux ateliers et aux maîtres. C'était pas du tout, là on avait un accès direct aux producteurs, aux artisans, et non pas par l'intermédiaire de boutiques. Et ce qui permet, d'abord ça coûtait moins cher, et ensuite ça permettait de commander des formes typiquement européennes, ou bien des théières jusqu'au cabinet, donc une grande variété de production. Voilà, ce type d'objet, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait adapté au marché européen. Vous n'avez pas ça au Japon. Le coffre est aussi une des pièces plutôt destinées au marché européen, et particulièrement les cabinets japonais qui sont classiquement à 2 vantaux, et vous avez à l'intérieur 10 tiroirs. Ça, c'est le très classique. Et ces cabinets répondaient à ce goût des cabinets qui se développait en Europe, particulièrement depuis la Hollande. Et donc les Hollandais savaient pertinemment que ce type de pièce aurait énormément de succès en Europe. Il ne faut pas oublier que c'est une entreprise commerciale, donc il faut faire de l'argent. Donc on ne commande que des choses qui seront vendues à coup sûr. Le but est de vendre. Ce n'est pas du tout pour remplir les musées 300 ans plus tard. Parallèlement, la VOC accordait à ses membres d'équipage une certaine liberté de commerce individuel, ce qu'on appelait la pacotille, c'est-à-dire chaque membre de l'équipage pouvait faire un petit commerce pour leur propre compte, ce qui leur permettait d'arrondir leur salaire de marin. Alors, les particuliers ne disposaient pas de moyens financiers, évidemment, de la compagnie VOC, mais ils s'entendaient également avec les maîtres laqueurs pour commander des plus petits objets, plutôt des boîtes, plutôt des éventails, des choses comme ça. Ils n'ont pas des grands cabinets qui étaient très coûteux, ils n'avaient pas les moyens. Donc, de plus, leur encombrement était moindre, ils pouvaient en apporter un petit peu plus, et là, ils étaient certains, eux aussi, de pouvoir les vendre ensuite avec une marge bénéficiaire importante. Et l'exemple le plus ancien de ce type d'objet, d'une commande privée, c'est la boîte portant l'inscription Van Diemen, que vous voyez sur la droite. Elle est conservée au Victoria et Albert Museum de Londres. Elle a été réalisée entre 1636 et 1639. Et ce nom, Van Diemen, n'est autre que celui de l'épouse du gouverneur général de la VOC à Batavia, donc qui a fait commander directement au Japon cette boîte à son nom. Et la qualité du décor des lacs en fait un des chefs-d'œuvre de la production japonaise du XVIIe siècle. Alors, à partir de 1690, les particuliers ont plutôt commencé à acheter des pièces déjà terminées, vendues directement, plutôt que des commandes, soit sur le marché de Nagasaki ou dans les boutiques de Kyoto. Et originellement fabriquées pour le marché intérieur ou pour l'exportation en Asie, du coup, elles présentaient des formes beaucoup plus asiatiques que des formes européennes adaptées aux usages de l'Europe. Et cette évolution du marché, comparée à la première moitié du XVIIe siècle, explique l'apparition de ces pièces sur le marché européen à la fin du siècle, où là, cette fois-ci, le type de marchandise évolue, change. On ne s'adapte plus au marché européen, mais on exporte des pièces typiquement japonaises. Alors au XVIIIe siècle, le monopole de fait des Hollandais se poursuit et n'a pas changé, et l'Inde reste une source principale d'approvisionnement d'étoffes, d'épices, d'objets du Japon, de lacs et des porcelaines, ainsi que Canton. Comme je vous l'ai dit, avec cette ouverture de la ville aux différentes compagnies des Indes, vous avez là une vue de Canton avec les différentes factoreries des différentes compagnies européennes que vous avez là, ainsi que représenté sur ce bol en porcelaine. Cette ouverture à Canton a permis aux marchands chinois qui allaient au Japon de revendre directement à ces différentes compagnies des objets. Et vous avez
ici cette boîte qui appartient à la collection de Marie-Antoinette, qui présente en dessous une étiquette avec le nom d'un marchand chinois qui prouve cet intermédiaire chinois entre le commerce du Japon et de l'Europe. Alors, les vaisseaux de la Compagnie française des Indes revenaient dans le courant de l'été, après 8 à 9 mois de navigation, et la vente de leur cargaison avait lieu durant les mois de septembre et octobre en France. Les enchères ont commencé d'abord au Havre. Vous avez là un plan de 1669-70 qui vous montre deux vaisseaux, et sur la droite, vous pouvez voir une petite inscription marquée place ou bâtiment de la Compagnie d'Orient, c'est la Compagnie des Indes françaises. Et ensuite, les ventes se sont déplacées à Rouen de 1776 à 1688, puis à Nantes, tout simplement à cause de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Les Hollandais et les Anglais maîtrisaient un peu trop la Manche, et pour éviter que les bateaux se fassent confisqués par les Hollandais, on a décidé de vendre à Nantes avant, donc de 1689 à 1734. Et ensuite, c'est à Lorient, qui est le port d'attache de la Compagnie des Indes, à partir de 1735, que les ventes eurent lieu. Vous avez là, cette flèche rouge vous montre le pavillon des ventes qui existe toujours. C'est un des rares bâtiments du XVIIIe siècle à avoir survécu au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez donc ce bâtiment sur la droite. Ici, vous avez le plan avec l'amphithéâtre, la coupe, et on est dans une salle de vente aux enchères. En fait, toutes les marchandises étaient vendues aux enchères. On faisait ici, tous les marchands se trouvaient sur cet amphithéâtre, et là, vous aviez les directeurs de la compagnie qui dirigeaient la vente. Alors, l'intérêt des ventes aux enchères, c'est évidemment de faire monter les prix. Plus vous avez de concurrence et plus les prix montent. Et pour faire monter les prix, il faut le plus d'enchérisseurs possible. Et pour avoir le plus d'enchérisseurs possible, il faut faire de la réclame. Et donc, le but, pour faire de la réclame, vous aviez plusieurs voies, des listes, la publication de listes de marchandises. Vous avez là deux listes, à gauche de 1681 pour une vente à Rouen et à droite de 1712 à Nantes. Celle-ci était plutôt directement destinée aux marchands, et ce principe continua jusque tout au long du XVIIIe siècle. Vous avez à gauche deux autres listes. À gauche, une liste de 1726 et à droite, une liste de 1765. Et vous pouvez plus ou moins distinguer, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ici, des pièces de porcelaine, des vernis de la Chine, etc. Là également, vous avez toutes les pièces de porcelaine bleue et blanche, de couleur, etc. En revanche, il n'est pas indiqué l'origine de ces pièces, si ce sont des porcelaines de Chine ou du Japon. Ce n'était pas le but. Le but était d'abord de faire savoir quel type, en général, de marchandises il y avait à vendre, mais pas exactement d'entrer dans les détails. Alors, ces listes étaient assez lapidaires et finalement étaient assez peu diffusées. Donc, toujours dans les faire de la réclame, on allait dans les journaux de grande diffusion. Si la Gazette de France n'annonçait que le retour des vaisseaux avec leur nom mais sans plus de détails, en revanche, le Mercure Galant, qui est le journal mondain par excellence au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, annonçait les ventes et publiait une partie de leurs marchandises. Et vous avez là le Mercure Galant de septembre 1700 qui annonce, vous voyez, arrivée de la Chine par l'amphitrite, du Japon, avec du cuivre du Japon, du papier du Japon et des ouvrages du Japon. Donc là, cette fois-ci, au contraire, on précise vraiment, et il faut savoir que l'amphitrite a été finalement affrété par des particuliers. La Compagnie des Indes était en très très mauvais état financier à cause des différentes guerres, à cause d'une très mauvaise gestion. Et en 1700, des particuliers ont décidé d'envoyer un bateau à leurs frais et ramener là. Donc c'est le premier bateau français qui a abordé à Canton. Donc ça a fait vraiment un événement assez extraordinaire, et ils avaient tout intérêt
à préciser ce qui venait du Japon, puisque ce qui venait du Japon était beaucoup plus apprécié par les amateurs. Donc vous avez là derrière, évidemment, toute une stratégie commerciale pour arriver à revendre toute cette marchandise. Et vous avez ici un éventail qui représente a priori justement le retour de cet amphitrite ainsi que les marchandises. Et vous pouvez reconnaître ici un cabinet du Japon, vous voyez, avec ses deux vantaux et ses tiroirs. Et probablement que ces éventails provenaient également du Japon. Alors l'autre voie, c'était les magazines spécialisés comme la Gazette du Commerce. Et vous avez là un exemple du 6 septembre 1777. Alors l'amphitrite avait été, je vous ai dit, affrété par des particuliers, mais pour la Compagnie des Indes françaises, les lacs et les porcelaines n'avaient jamais été prioritaires dans les importations. C'était, comme elle est toujours, je vous ai dit, toujours plus ou moins en difficulté financière. Résultat, elle importait surtout ce qui apportait le maximum de marge bénéficiaire, c'est-à-dire les épices et les étoffes principalement. Et vous avez ici un tableau de la quantité de porcelaine que la Compagnie des Indes françaises a importée. Elle n'en a importé que pendant 5 ans, de 1680 à 1684. Et vous voyez, on a assez petit nombre de pièces. On passe de 5520 pièces à 133 000 pièces, ce qui est assez peu finalement. En revanche, au XVIIIe siècle, les volumes augmentent. On passe de 123 000 jusqu'à 860 000 pièces en un an, mais ce sont essentiellement des porcelaines de Chine. De même, pour les lacs, la Compagnie des Indes a importé que 2 par avant, en 1670. L'amphitrite dont je vous parlais a en revanche apporté beaucoup de choses du Japon, des paravents, des cabinets, des coffres, des boîtes, sachant pertinemment que c'était ce qui était le plus apprécié par les amateurs japonais, français, pour tout ce qui était produit du Japon. En revanche, au XVIIIe siècle, la compagnie s'est complètement détournée des pièces du Japon et a essentiellement importé des plateaux de Chine et quelques boîtes de Chine. Et on a seulement la mention de 2 cabinets du Japon en 1722. Donc c'est vraiment très très peu. Les produits chinois, c'est facile, on est à Canton, on peut les commander directement. Vous avez les boutiques qui vous vendent des pièces directement déjà terminées, donc il suffit d'acheter, il n'y a pas à commander, il n'y a pas à apporter des patrons pour faire sur des modèles. Et en plus, c'était moins coûteux, donc ça apportait une marge bénéficiaire assez importante. En revanche, la pacotille, donc toujours ce commerce parallèle par les membres de l'équipage, fait que vous explique l'arrivée de nombreuses boîtes, toujours ces petits objets qui sont très appréciés, qui ne coûtent pas cher, donc ils sont dans les moyens financiers de ce personnel et qui ont un débouché évident et certain une fois arrivés en France. Alors, lorsque les ventes se tenaient à Nantes, les marchandises, il fallait ensuite les envoyer soit dans toute la province de Bretagne ou de Vendée, mais le plus gros marché était Paris, évidemment. Et donc, il fallait envoyer tout cela à Paris. Alors, lorsque les ventes se déroulaient à Nantes, toutes les marchandises étaient chargées sur des bateaux, remontaient la Loire jusqu'à Orléans et étaient ensuite chargées sur des chariots qui, de Orléans à Paris, remontaient par voie de terre. En revanche, lorsque les ventes avaient lieu à Lorient, que vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Lorient qui se trouve ici, donc tout le monde expliquait que c'était un très mauvais endroit, c'était loin de tout, c'était perdu, c'était difficile d'accès. Donc il n'y avait pas de rivière, ce qui fait qu'il fallait faire venir les pièces par les rouliers, donc par voie de terre, depuis Lorient jusqu'à Rennes, ensuite depuis Rennes jusqu'au Mans, puis du Mans jusqu'à Paris. Donc c'était long,
ça coûtait beaucoup plus cher que par voie d'eau, mais on ne pouvait pas les faire repasser par la mer et par Rouen, tout simplement à cause de ces problèmes de guerre et toujours ces perfides Anglais qui guettaient nos bateaux. Alors évidemment, l'importation de la Compagnie des Indes françaises ne suffisait pas pour alimenter le marché parisien. Vous avez vu le peu de volume. Et donc, généralement, en raison des quantités limitées et d'absence totale de variétés, on n'avait que des cabarets chinois par la Compagnie des Indes. La pacotille constituait une des principales sources d'importation d'objets du Japon depuis Canton et le port des Indes. Donc il était nécessaire pour les marchands d'acheter à la source première, c'est-à-dire en Hollande, et soit ils font le déplacement, tel Gersaint, vous avez là une représentation idéale de Watteau de la boutique de Gersaint. Et Gersaint se rendit personnellement 12 fois en Hollande entre 1633 et 1733 et 1749. Et vous avez là sa carte adresse, donc une sorte de carte professionnelle de Gersaint, avec la représentation des marchandises qu'il a acquises en Hollande. Et on reconnaît très bien ici ces fameux cabinets japonais qui avaient tant de succès. Et vous pouvez retrouver également d'autres pièces de lac ou ici probablement un moulin à café et des petites pagodes, des petits personnages en porcelaine. Plus généralement, car c'était moins coûteux, les marchands parisiens étaient en lien avec un confrère à Amsterdam qui achetait pour lui lors des ventes de la VOC et ensuite lui envoyait la marchandise par bateau cette fois-ci jusqu'à Rouen, puis c'était transféré sur des barques pour remonter la Seine jusqu'à Paris et jusqu'aux marchands destinataires. Donc c'était autre voie d'approvisionnement. Donc là, on n'a que des pièces neuves et une dernière voie d'approvisionnement à partir du début du XVIIIe siècle, qui est devenue très importante durant ce siècle, c'était le marché dit de hasard, c'est-à-dire d'occasion, avec principalement les ventes après décès qui remettent sur le marché des objets anciens, des meubles et des pièces de collection. En effet, il était de tradition depuis le XVIIe siècle pour régler les dettes, les legs du défunt, à tous les niveaux de la société, depuis le simple marchand jusqu'au fils du roi, le grand dauphin ou le frère du roi de Louis XIV. Une partie de ces diamants ont été vendus pour payer ses dettes et ses legs. Donc, classiquement, à la mort, on vend tout, le mobilier, mais également les collections. Et les grandes collections n'y échappaient pas et apparaissent ainsi sur le marché à partir des années 1730 des ensembles qui ont été réunis au cours du XVIIe siècle par cette question de génération et par la disparition de cette génération née en 1670-80. Et même chose, on est là, on retombe dans la même logique commerciale des ventes aux enchères. Il faut faire de la réclame. Donc vous aviez des ventes qui sont publiées par des affiches. Voilà, vente de beaux meubles de l'association de la succession de la comtesse Laure, qui étaient apposées sur la porte de l'église de la paroisse du défunt ou de la défunte et sur la porte de la maison de ce dernier, mais également parfois dans les différents endroits de Paris. Et vous avez là un tableau de 1787 qui est conservé à Los Angeles, qui vous montre une dame au Palais Royal, et vous voyez sur la colonne ce type d'affiche, dont certaines pouvaient vous indiquer des ventes après décès. Alors, à partir du milieu du XVIIIe siècle, ces ventes étaient annoncées dans le journal Annonces, Affiches et Avis divers. Et vous avez là, par exemple, la vente de la marquise de Pompadour avec la précision porcelaine de France, de Saxe, des Indes et du Japon. Japon étant toujours un qualificatif extrêmement flatteur. Alors généralement, les ventes avaient lieu au domicile du défunt, mais à partir, parallèlement, se sont développées les salles de vente, le début du principe des salles de vente, quelques celles des grands Augustins que vous avez ici. C'était l'ancien couvent qui se trouvait au débouché du Pont-Neuf. Et après, à partir de 1670, on s'est installé à l'hôtel d'Aligre. C'est Alexandre Joseph Paillet, le grand marchand,
qui a mis en place cet usage. C'est le premier espace voué aux ventes publiques de collections de qualité sur le modèle de Christie's à Londres. Et en 1778, Paillet a acheté l'hôtel de Buyon dans le quartier de Saint-Eustache, qui a été réaménagé pour la vente et qui a servi de salle de vente jusqu'à la création de l'hôtel Drouot. Alors, la source essentielle de connaissances pour ces ventes, pour les chercheurs, ce sont les catalogues de vente. Et vous avez ici le frontispice qui représente des amateurs venus regarder les objets présentés avant la vente, donc les tableaux, les gravures, etc. C'est toujours maintenant, quand vous avez une vente à Drouot, les 2-3 jours précédents, vous avez une présentation au public. Alors, les objets sont très rarement illustrés dans les catalogues de vente parce que cela coûte très cher. La gravure coûte cher et c'est long à mettre en place. Donc, on a ce que l'on peut voir comme ici dans le catalogue de Julienne à gauche, c'est un autre catalogue de Guénia à droite. Vous remarquez que c'est exactement le même frontispice. En fait, on a récupéré la même gravure, ce qui vous prouve que ça ne montre pas des tableaux appartenant à la collection, mais plutôt une image idéale de la collection. Alors, il y a quelques exceptions. Le catalogue de la vente du duc d'Aumont. Ici, un exemplaire qui est passé en vente il y a quelques années a été orné d'aquarelles, parfois un peu naïves. Et vous avez ici, je vous ai mis sur la gauche, la description du cabinet, de ces fameux cabinets du Japon, toujours très appréciés. Et à droite, le dessin de ce cabinet. Vous voyez, on a le numéro de lot, numéro 299, qui correspond au numéro de la description. Mais c'est vraiment très rare, c'est un unicum qui a été acheté par les archives de Monaco. Alors pour l'ambiance des salles des ventes, eh bien, ça a peu changé. Vous avez ici une vente publique à l'hôtel de Buyon vers 1785 par Antoine de Machy, où vous avez tout le public très apprécié. Sur les murs, vous pouvez remarquer tous les tableaux qui seront mis en vente, avec ici les personnes qui dirigent la vente, et là, une autre personne qui montre l'objet en cours de vente. Maintenant, ça ne se fait plus puisque les objets sont désormais projetés sur un écran. Alors, parmi les acheteurs, vous avez bien sûr les collectionneurs et surtout les marchands merciers. En effet, à Paris, c'était les merciers qui avaient l'exclusivité de la vente des lacs et qui partageaient le commerce des porcelaines avec les faïenciers. Alors, ces derniers vendaient essentiellement des porcelaines d'usage pour la table ou la toilette et assez peu de vases d'ornement, mais ce qui fait qu'ils ont une importance assez limitée dans le commerce des créations japonaises que par rapport aux merciers qui, eux, vraiment vendaient les pièces les plus prestigieuses et les plus superbes. Alors, ici, le plan Turgot pour vous indiquer l'emplacement des principales boutiques des merciers qui exerçaient essentiellement dans le quartier des Halles, que vous avez là, et particulièrement dans la rue Saint-Honoré, qui, à partir du début du XVIIIe siècle, a commencé à devenir la rue chic par excellence pour les commerces de luxe, qui se poursuit encore actuellement. Alors, la corporation remontait au Moyen-Âge, la corporation des merciers, elle avait une grande variété de commerces, depuis les brocards jusqu'au charbon de bois et au jambon de Bayonne. Donc, c'était vraiment un commerce extrêmement large, avec beaucoup de spécialités, et celle du commerce du mobilier et des objets d'art n'était apparue qu'au cours du règne de Louis XIV, donc assez tard, finalement, dans l'histoire de la corporation, qui se caractérisait par le fait qu'elle n'avait pas le droit de fabriquer, alors que normalement tout maître d'une corporation ne pouvait vendre que ce qu'il fabriquait. Au contraire, les merciers n'avaient pas le droit de fabriquer, mais pouvaient enjoliver. Et ce qui a fait leur fortune, car ils se placèrent essentiellement sur le créneau du commerce de luxe. Donc, ils achetaient par exemple des porcelaines et ils pouvaient les enjoliver, c'est-à-dire mettre des montures d'argent, que vous pouvez voir en bas à droite, qui étaient plutôt réservées aux pièces qui étaient utilisées pour le service de la table, ici pour prendre des boissons chaudes, ou bien en bronze doré, comme vous pouvez voir, de part et d'autre pour les autres pièces
de porcelaine. Il en allait de même pour les lacs, où on pouvait les garnir de garniture de bronze doré. Vous pouvez voir ici simplement un petit élément au niveau du couvercle. Là, un pied et ici une garniture percée car cela servait de pot pourri. Donc on mettait dedans des pièces odoriférantes et cela parfumait l'intérieur. Ou là, dans cette boîte qui a appartenu à Marie-Antoinette, un petit pied, un socle avec des représentations de Chinois, même si la boîte était du Japon. Et ultime exemple, vous avez ici deux bouteilles à saké qui ont appartenu à Madame de Pompadour. Vous avez à gauche la bouteille à saké d'origine, celle-ci est conservée au Victoria Albert Museum, et à droite l'autre bouteille à saké de la paire qui est conservée au musée Camondo avec la monture commandée par Daguerre au bronzier Raymond. Donc vous voyez toute l'importance finalement des marchands merciers dans la diffusion de ces produits, dans ce produit de luxe et dans finalement l'enrichissement de ces ensembles pour leur clientèle extrêmement exigeante. Alors, on n'hésitait pas à adapter les pièces aux usages européens. Vous avez à gauche un bol et une écuelle et sa soucoupe qui ont été adaptés avec deux poignées et un couvercle, et à droite des soucoupes qui ont été transformées en bougeoirs. Donc on n'hésitait pas à réutiliser ces objets, même s'ils étaient coûteux et assez rares, on n'hésitait pas à les percer, à les couper, à les adapter sans aucun scrupule, mais cela faisait des pièces exceptionnelles, de grand luxe, et pour toute cette clientèle qui appréciait énormément ce type de pièces. Un des exemples les plus extraordinaires, c'était les caves, c'est-à-dire des petits coffrets qui renfermaient soit des bouteilles ou des objets extrêmement précieux. Et vous avez là la cave qui a appartenu à Madame la Duchesse de Mazarin, qui est actuellement conservée dans la galerie Kugel. Et c'est une pièce japonaise qui, vous voyez, présente un petit tiroir sur le côté. Le haut s'ouvre également. Lorsque vous l'ouvrez, à l'intérieur ont été aménagés des petits compartiments pour mettre des bouteilles, des tasses et d'autres ustensiles que vous pouvez voir ici. Le tout garni de soie, de velours, etc. Et le tout, voilà, c'est une pièce avec une qualité de décor absolument extraordinaire, avec tout ce jeu d'or, de relief et de petites incrustations de morceaux d'or. Donc on est là vraiment dans le haut créneau du luxe créé par ces marchands merciers. Et on ne se limitait pas à transformer des petits objets, on n'hésitait pas à découper les paravents ou les coffres pour plaquer des meubles typiquement européens. Et vous avez là la commode de la chambre de la Dauphine à Versailles qui a été livrée en 1745 et dont le décor provient très certainement d'un cabinet japonais dont je vous ai montré plusieurs exemplaires. Et vous avez là un décor qui vous paraît tout à fait cohérent. En fait, lorsque l'on fait attention, ce sont trois parties différentes et le décor de bronze cache les liens entre ces trois parties qui apparaissent finalement en continu. Donc vraiment tout un travail là-dessus. Et un des exemples les plus parlants et les mieux suivis, donc, c'est ce cabinet du duc d'Aumont en 1783, qui a été acheté par le grand marchand mercier d'Arnaud. Vous voyez, vous avez son nom et le prix de l'adjudication, donc 2200 livres pour les deux cabinets. Et lorsque on lit, si vous lisez bien la description, vous pouvez remarquer que le dessus représente donc des arbustes, un groupe de magots. On retrouve ce panneau au centre de la commode. La deuxième, le vantaux de droite, vous voyez, il y a une chute d'eau
laquelle se reconnaît très bien sur le panneau de gauche. Et enfin, le vantaux de gauche se retrouve sur la partie droite avec les magots dans un pavillon. Donc on récupère tout ça, on coupe, on n'hésite pas à découper dans l'épaisseur, dans la largeur, etc. pour faire des pièces extrêmement riches. Bon, c'était destiné à la fille du roi, Madame Victoire. Donc je vous rappelle qu'un cabinet a été payé 1100 livres par Darnaud et il a vendu la commode 6500 livres. Donc vous voyez tout l'intérêt du bénéfice de ce type d'opération. Et comme rien ne se perd mais tout se transforme, une fois que vous avez découpé tous les éléments extérieurs, les grands panneaux extérieurs, les panneaux, le dessus, le côté, etc., il vous reste le devant des tiroirs. Le devant des tiroirs sont récupérés pour mettre sur les tiroirs du bureau. Ou bien, pour les chutes, vous pouvez faire une écritoire, par exemple. Là, tout ça, ce sont des devants de tiroirs récupérés. Et ou sinon, si vous avez un petit morceau, l'arrière est généralement le moins décoré, on peut le mettre en partie basse d'une écritoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous montre tout l'usage de ces produits du Japon et autant des lacs que de la porcelaine. On les vend tels quels, mais on n'hésite pas à les retransformer pour les adapter à un usage européen et extrêmement riche. Je m'en doutais. Donc, je vais accélérer parce que je crois que le temps passe. Et, donc, les kakemon ont été, je vous ai dit, les plus appréciés au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, d'autant plus que leur production s'est arrêtée. Et en France, on a beaucoup plus apprécié ce type de pièces que les pièces d'Imari que l'on trouvait un peu trop riches et un peu trop somptueuses, mais qui font leur effet par l'accumulation. Vraiment, ce qui plaisait le plus chez les amateurs français, c'était les lacs, qui on a toujours trouvé que c'était une grande beauté, les lacs du Japon. Je cite Gersaint, ce grand marchand, d'une perfection et d'une beauté sans égale, que tous les beaux et les anciens ouvrages du Japon se reconnaissent non seulement à la qualité du vernis extérieur, mais aussi au travail du dedans, qui ordinairement, loin d'être négligé comme dans les modernes, se trouve aussi soigné que ceux du dehors. Et parallèlement, en effet, on estimait qu'au XVIIIe siècle, les lacs du XVIIe siècle étaient de plus belle qualité que ceux du XVIIIe siècle. Donc tous ces lacs qui arrivaient sur le marché d'occasion d'anciens amateurs au moment de leur mort étaient d'autant plus appréciés qu'ils avaient été collectionnés au XVIIe siècle. Donc vraiment, là, vous aviez tout un ensemble de pièces qui ravissaient les amateurs, qui appréciaient particulièrement ces lacs par leur qualité, par l'originalité de leur forme, par la qualité du décor. Et ici, vous voyez la grande variété de créativité des artisans japonais, depuis des petites boîtes, des boîtes qui se mettent dans des boîtes, qui se mettent sur un plateau, en forme de poule, en forme de petits meubles, en forme d'instruments de musique. Donc, avec ce décor or extrêmement riche, extrêmement subtil, par ce jeu de poudre d'or, etc. Donc, quelque chose d'extrêmement couru par les amateurs. Et vous avez là les différentes pièces de la collection de Marie-Antoinette, qui a été une grande passionnée de lacs et surtout dont c'est la seule collection du XVIIIe siècle qui subsiste quasiment intégralement en France, puisque au moment de la Révolution, elle a été saisie par l'État et elle a été conservée. Donc elle n'a pas été vendue, ce qui fait que c'est, à part, il n'y a même pas eu une dizaine de pièces de perdues. Donc on a vraiment une vision très intéressante et complète de ce qu'aimaient les amateurs du XVIIIe siècle. Donc pour conclure, vous voyez la difficulté pour la France que ça a été de s'approvisionner en création japonaise, d'une part faute de pouvoir aborder directement au Japon, et d'autre part en raison de la politique d'acquisition de la Compagnie des Indes de France qui a vraiment négligé tout ce qui était lac et porcelaine et qui se limitait aux productions chinoises plus facilement accessibles, moins coûteuses et au débit assuré.
Malgré cela, même si les porcelaines et les lacs du Japon sont demeurés moins abondants sur le marché européen et particulièrement sur le marché français, la demande a stimulé l'offre et les marchands merciers se sont débrouillés pour développer tout un réseau de commerce et de contacts en Hollande, un réseau de correspondance, de correspondants, mais également sur place grâce à ces ventes après décès. Tandis que les particuliers, les membres des équipages de la CIO, de la Compagnie des Indes, pardon, les collectionneurs et les héritiers qui étaient finalement peut-être peu intéressés par les collections de leur père ou de leur grand-père, apportaient de leur côté, sans doute spontanément aussi, de tels objets pour les revendre. Ça se fait encore de nos jours. Donc, dès le XVIIe, la demande des amateurs français a été très forte, ce qui a stimulé finalement l'offre et on a préféré les créations japonaises aux productions chinoises pour leur qualité, leur raffinement et leur richesse. Et les marchands merciers ont su développer toutes les ressources du commerce et trouver des sources d'approvisionnement variées pour satisfaire cette clientèle exigeante. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Et je me demandais, si on faisait l'inverse de cette conférence au Japon, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire du commerce occidental vendu au Japon, que ce soit le commerce vendu par la compagnie ou le commerce de pacotille, puisque j'imagine que les pratiques que vous avez décrites se trouvaient des deux côtés, en fait, et quand on dit commerce, j'imagine que les bateaux ne commerçaient pas à vide, et quand ils allaient au Japon, qu'ils amenaient des choses aussi. Donc voilà, je voulais un peu voir l'inverse de la conférence. L'inverse était assez défavorable parce que en fait, les Chinois comme les Japonais n'ont quasiment pas acheté de pièces européennes. Même si tous les gouvernements européens ont essayé de développer un commerce avec les objets manufacturés de Hollande ou de France, en fait, les Chinois et les Japonais préféraient être payés en lingots d'or et d'argent plutôt qu'en pièces en production européenne. Et il y a eu pour cela d'importants débats en France et dans toute l'Europe en disant que ce commerce vers l'Asie épuisait et appauvrissait le royaume puisqu'il fallait payer en argent. Or, la monnaie était une monnaie sonnante et trébuchante, il n'y avait pas de billets de banque, et donc on avait cette conception du commerce que la masse monétaire était quasiment stable, et donc si on envoyait une partie de l'argent au Japon ou en Chine, ça appauvrissait le pays. Donc c'était totalement inégal. Et même les Hollandais n'ont pas réussi à vendre beaucoup de leur production. Ça a été tout long, et finalement, au XVIIIe siècle, les Européens sont résignés à envoyer plutôt de l'argent qui était plus apprécié que l'or en Asie. Mais c'était complètement déséquilibré. Oui, bonjour. J'ai pas complètement compris. Vous disiez que les Hollandais étaient cantonnés donc à Dejima et qu'ils ne pouvaient absolument pas sortir, sauf une fois par an pour aller à Edo voir le shogun. Comment faisait-il alors pour commercer? Ils allaient une fois par an donc à Edo voir le shogun. Ils passaient par Kyoto, ils faisaient des commandes donc directement aux artisans et aux artisans laqueurs. Et ensuite, ce sont les artisans eux-mêmes qui allaient à Deshima. Mais là, c'était vraiment très strict. Les Hollandais ne pouvaient pas sortir de Deshima sauf une fois par an. Et voilà, ils profitaient de l'aller et du retour en passant par Kyoto pour commander aux artisans laqueurs. Mais sinon, c'était les artisans eux-mêmes qui allaient à Deshima. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. Je me demandais justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la masse de sources que ça représente, cette conférence de... comment dire? Où avez-vous puisé vos sources? Combien de temps de recherche ça représente?
Qu'est-ce que vous avez Écoutez, croisé, etc. vous avez entre 10 et 15 ans de recherche. Là, les sources sont extrêmement variées depuis. Alors, il y a assez peu de sources de la Compagnie des Indes au XVIIe siècle. Vous avez quelques correspondants des directeurs au XVIIe qui sont conservés aux archives, surtout aux archives départementales de Lyon, parce que vous aviez des antennes à Lyon qui ont été supprimées en 1785. Et ensuite, vous avez toute la correspondance au XVIIIe siècle qui est mieux conservée aux archives nationales. Parallèlement, vous avez une partie des archives de la Compagnie des Indes qui est conservée au service historique de la Défense à Lorient, dans le service de l'armée, en fait. Et ensuite, tout le reste, pour tout ce qui est commerce, vous avez tous les inventaires après décès des marchands, les inventaires après décès des collectionneurs. Vous avez, comme je vous ai montré, les journaux. Vous avez les annonces, les catalogues de vente, les mémorialistes aussi, où on peut lire dans des correspondances ou dans des mémoires, Madame Untel a une très belle collection de porcelaine ou pas. Vous avez les dictionnaires de commerce. Savary des Brulons est pour ça quelqu'un d'extrêmement important parce qu'au début du XVIIIe siècle, il rédige à peu près dans les années 1710-1715 et son ouvrage est publié peu après sa mort, mais c'est vraiment une synthèse de tout le commerce mondial. C'est en 3 volumes de commerce de tout. Et vous avez différentes entrées, depuis le jambon jusqu'à la porcelaine, en passant par l'étain, et il vous donne tous les circuits commerciaux, etc. Et ensuite, vous avez toute la réglementation aussi juridique, par exemple tout ce qui est étoffe de la Compagnie des Indes, leur commerce a été interdit officiellement à partir de 1685-1688, les soyeux lyonnais disant que ça allait les ruiner, ce qui fait que la Compagnie des Indes avait le droit d'importer mais ne pouvait pas vendre en France, il fallait exporter, ce qui a développé tout un commerce parallèle et même de contrefaçon. Donc vous avez comme ça différentes sources, et là ces sources-là, c'est plutôt sources d'État, ministère et secrétaire d'État aux finances, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est extrêmement très varié. Faut ratisser très large en fait. Voilà. Et un troisième sur les papiers peints chinois également, voilà, pour faire une sorte de synthèse de ce type de commerce. Oui. Ah oui. Non, les estampes japonaises, non, ça n'intéresse absolument pas. Enfin, moi, j'en ai pas retrouvé dans la VOC. En revanche, vous avez des papiers peints chinois à partir du XVIIIe siècle. Mais vraiment, les estampes du Japon, ça n'existe même pas, quoi. Vraiment. La grande différence, c'est que les Anglais sont beaucoup plus conservateurs que nous, que vous avez le droit d'aînesse, donc les collections se transmettent d'aînés en aînés, etc. Alors qu'en France, je vous ai dit, toutes les grandes collections, même les grandes collections de peinture, tout était dispersé à la mort du collectionneur. Enfin, ça, c'est vraiment classique. On est vraiment dans un autre état d'esprit, ce qui fait que c'est pour ça que la collection de Marie-Antoinette est vraiment, outre la personne, mais est vraiment très intéressante pour l'histoire du goût, puisque c'est la seule que l'on ait concrètement. On a les objets et on a les descriptions. Alors que dans les catalogues de vente, bon, c'est très bien, on peut arriver parfois à reconnaître des objets, mais c'est très difficile. Qu'est-ce qui ressemble plus à une boîte en lac du Japon à fond noir et or, à décor de pagode? Alors, vous en avez des quantités. Oui, vous avez plein de choses, mais disons qu'il est assez difficile souvent de mettre en lien un objet avec un collectionneur, parce que les collectionneurs privés ne marquaient pas l'objet, ne mettaient pas d'étiquette, donc c'est vraiment très compliqué. Donc à part des objets exceptionnels, bien décrits, donc là on peut vraiment faire le lien parce qu'ils sont exceptionnels, donc il n'y en a pas eu des quantités de produits, mais sinon c'est extrêmement compliqué. Voilà, bon, je me permets de vous interrompre, du coup on va devoir s'arrêter là. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à vous, bonne journée.